Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information dont voici le sommaire. Un atelier pour renforcer les échanges entre pays africains, initiative de Afreximbank, entendez, Banque africaine d'import-export. La démarche vise à affiner les stratégies de coopération à l'échelle du continent dans les secteurs d'échange. Les travailleurs du groupe Gicopress en colère et pour cause, ils n'auraient pas perçu plusieurs mois d'arriérés de salaire. Les responsables de l'entreprise se veulent rassurants, précision à suivre dans ce journal. Et puis l'année scolaire 2012-2013 se referme à l'école internationale de Conakry et pour marquer le coup, une cérémonie festive a été organisée pour l'occasion. Elle a réuni des parents d'élèves et d'autres personnalités de haut niveau. C'est tout pour le sommaire encore une fois. Bonsoir et bienvenue à tous. Un atelier d'information et de sensibilisation s'est ouvert ce mardi. Il est placé sous le thème « Promouvoir le développement économique par le commerce », une initiative de la Banque africaine d'import-export en collaboration avec le département de l'économie et la BCRG. Mission dévolue à cette institution bancaire panafricaine, promouvoir les échanges entre les pays du continent. Les explications dans ce compte-rendu de Saran Kamara. La Banque africaine Import-Export est une banque internationale créée en octobre 1993 d'après un concept de partenariat global entre le public et le privé. La Guinée en est un membre fondateur. Je voudrais tout simplement insister sur la volonté des autorités guinéennes de voir cette banque panafricaine participer davantage au développement de la Guinée. Parmi les possibilités que vous avez énumérées, notamment dans le secteur minier, en termes de possibilités de financement d'infrastructures, je voudrais dire que ces possibilités existent en Guinée et que les autorités se feront le devoir de contacter la banque pour leur présenter, en plus des partenariats qui peuvent être liés avec le secteur privé, des projets d'ordre public ou parapublic. Son objectif est de faciliter les transactions commerciales et les échanges entre les pays africains. Pour Kersalaye Sané, Afreximbank devrait contribuer à la réduction de la pauvreté en Guinée. Je voudrais souhaiter que notre secteur privé, que les chambres de commerce, d'industrie, d'artisanat, les associations professionnelles des banques et exportateurs, les sociétés minières, je souhaite que tous puissent profiter de cette rencontre pour renforcer leur capacité à soumettre des projets bancables au financement de l'Afreximbank et ainsi donner un contenu économique concret au fameux slogan du professeur Alpha Condé, Guinea is back. Afreximbank aide ses pays membres à surmonter des difficultés liées aux besoins du marché africain. Selon son directeur, ces avantages sont bénéfiques pour les populations. La Guinée sera le grand bénéficiaire de ce séminaire atelier parce que d'une part, il nous a permis d'introduire nos produits et services au niveau de la communauté des affaires guinéenne, mais aussi tous les projets que nous allons identifier et qui vont être financés, mais également en termes pour la Guinée de pouvoir, je dirais, accroître, étendre en fait son activité de commerce à travers donc les importations et les exportations que nous allons financer. Stimuler l'expansion, la diversification et le développement du commerce africain tout en opérant comme une institution responsable à but lucratif, telle est la mission d'Afreximbank. Un corps a été retrouvé ce mardi derrière le gouvernorat de la ville de Conakry. Il s'agit d'un jeune d'une trentaine d'années dont l'identité n'est pas encore connue. Selon les informations recueillies sur place, il serait décédé d'une mort naturelle. Explication Fanta Conté. Très tôt ce mardi, les autorités locales de Koronti, un quartier populaire de Kaloum, ont été alertées par les citoyens de la présence d'un corps sans vie sur la corniche derrière le gouvernorat de la ville de Conakry. C'est un jeune homme d'une trentaine d'années dont l'identité n'est pas encore déterminée. Certaines personnes qui l'ont aperçu avant sa mort disent qu'il avait une dépression mentale. Le premier constat des autorités fait état d'une mort naturelle. D'habitude, quand il y a un cas pareil, c'est normal que l'autorité locale se présente lieu
et faire l'état de lieu. Mais très malheureusement, le corps que vous voyez devant vous, il n'est pas dans notre quartier. Et c'est la première fois de le voir. Donc on a été alerté par un policier du gouvernorat de la ville de Conakry. Il nous a tenu informés et aussitôt nous avons remonté l'information au niveau des autorités compétentes. Informé, le directeur national de la sûreté a fait appel à la police scientifique pour l'autopsie et en collaboration avec les responsables du gouvernorat, des dispositions ont été prises pour envoyer le corps à la morgue. Ce matin, on a eu à constater malheureusement cet état de fait. Ce que j'ai pu faire d'abord, c'est informer ma hiérarchie et à prendre toutes les dispositions, informer le directeur de la police judiciaire, la police technique scientifique. Mais les premières enquêtes de voisinage qu'on a eu à tenir, tout le monde dit que c'est un jeune, mais ils ne le connaissent pas dans le quartier. Je suis avec les responsables du quartier, on est en train de gérer ensemble, on va remonter les renseignements pour connaître sa famille et ensemble voir quelles sont les dispositions que nous allons prendre. La découverte des corps sans vie dans les rues est devenue récurrente ces derniers temps à Conakry. Dans la plupart des cas, la cause reste inconnue. Et puis, en bref, les agents des forces de sécurité devenus des cibles des malfrats. Après l'assassinat du lieutenant Djibril Condé, alias arrêté vendredi dernier par des hommes armés, un autre élément des forces de sécurité vient de tomber sous les balles des inconnus. Alceni Boiro, élève gendarme en service à la gendarmerie du marché Madina, a été tué à bout portant par des inconnus. Selon un responsable de la dite gendarmerie, le drame s'est produit à 2 heures dans la nuit de dimanche à lundi lors de la traque des bandits en pleine opération de cambriolage dans le plus grand centre commercial du pays. Les travailleurs du groupe Guicopress sont en grève. Ils réclament le paiement de leur arriéré de salaire de plusieurs mois. La direction de l'entreprise, de son côté, déplore le comportement de ses employés. Elle promet toutefois de prendre rapidement des dispositions pour régler la situation. Les précisions dans ce reportage de Fanta Conté. La totalité des salaires non payés, les employés avant Rafia Athletic Club sont entre autres slogans qu'on pouvait lire sur les banderoles. Ces travailleurs de Guico BTP, sous la pluie et très déterminés, protestent pour réclamer leur dû à leur employeur. C'est juste un mouvement de réclamation d'arriérés de salaire qui a beaucoup duré, qui aujourd'hui affecte négativement nos conditions de vie. On se disait que l'entreprise traversait une certaine période de vache maigre. Mais à notre grande dame, nous avons compris ces derniers temps qu'avec les rentrées d'argent qui venaient, on ne pouvait pas faire face à nos revendications. Depuis le 19 juin, nous avons adressé un courrier à la direction générale. Mais à l'issue du deuxième entretien, nous avons compris au fait qu'ils n'avaient aucune volonté de nous payer nos salaires. Selon la direction générale du groupe Guicopress, ces protestataires ne sont pas liés à l'entreprise sous la base d'un contrat. Elle dit être en négociation avec la section syndicale des travailleurs pour décrisper la situation. Ce qui est important dans cette logique de grève, c'est que nous reconnaissons devoir à nos travailleurs. Vous n'êtes pas sans savoir, nous avons eu des contrats qui ont été gelés par le gouvernement et tous nos marchés, c'était des marchés de l'État. Et quand il y a eu ce gel, beaucoup de nos chantiers ont été arrêtés. Donc, certains parmi eux n'étaient pas dans cette logique de travail avec nous. D'accord, les chantiers étaient arrêtés. Donc, nous voulons juste faire cette part des choses, et en bien, mais également en situation au cas par cas. Donc, c'est cette situation que nous avons voulu juste comprendre avec eux. Ce n'est pas un refus de notre part de les payer, et j'étais en réunion avec nous, nous leur avons dit, vous remplissez la fiche, le traitement de la fiche n'allait pas excéder les 48 heures. Et les 72 heures qui suivaient après notre rencontre d'hier, on allait commencer à payer les salaires au cas par cas. Il y a beaucoup de catégories dans ce groupe-là, je vais vous le dire. Il y en a qui sont là, de bons travailleurs qui sont là. Il y en a qui sont partis depuis longtemps. Quand ils ont appris que le Guicopress a un peu d'argent, alors qu'ils travaillent ailleurs maintenant, c'est eux qui persistent et c'est eux qui font l'aile dure du mouvement. Il y a quelques années, le groupe Guicopress était la plus grande société de BTP du pays et le deuxième gros employeur après l'État. Mais avec l'avènement de la Troisième République, les choses ne semblent plus marcher comme avant. Plusieurs contrats ont été résiliés et conséquence, beaucoup d'employés se sont retrouvés au chômage.
Les incendies d'origine électrique sont souvent récurrents à Conakry, occasionnant parfois des pertes en vie humaine et d'énormes dégâts matériels aux grandes dames des pauvres citoyens. Dans la plupart des cas, EDG qui peine à satisfaire ses clients est pointé du doigt et les sapeurs-pompiers jouent les médecins après la mort. Ce qui nous amène à des réflexions sur le rôle qu'est censé accomplir le service de la protection civile, jugé inefficace sur le terrain. La desserte en courant électrique et les perpétuels cas d'incendie, c'est le dossier du jour. Il est signé Mfali Guilavogui. Le courant était revenu dans le banc de 19h. J'ai dit à ma maman de me prêter la clé pour venir boire de l'eau. Au moment où je suis venue maintenant, j'ai regardé à la fumée. J'ai dit au secours, au secours. Malheureusement, il n'y a pas eu de perte en humain, mais on a perdu beaucoup de nos choses. Comme cette dame, ils sont nombreux les citoyens qui perdent tous leurs biens dans les incendies d'origine électrique à Conakry. Ils pointent du doigt l'électricité de Guinée, la société en charge de la distribution du courant électrique. Souvent, c'est la coupure. Lorsque le courant vient, ça vient avec une tension énorme que les appareils ne peuvent pas supporter. Alors s'il n'y a pas de personne à la maison qui ose soit couper rapidement le compteur, ça va facilement dégénérer. Alors lorsqu'il y a un incendie comme ça là, l'EDG doit faire face à ses responsabilités. Il n'y a pas que des dégâts matériels dans les incendies d'origine électrique. Des personnes meurent consumées par le feu quotidiennement à travers le pays. L'incendie a commencé aux environs de 3h, 4h. Il y a eu un cas de mort et toute une maison calcinée avec tout son contenu. Qui est à l'origine des branchements clandestins? C'est les agents de DLG, les agents qui sont remerciés, qui n'ont pas où s'accrocher. Donc c'est ceux qui se livrent à des branchements clandestins pour avoir de quoi vivre. EDG, Électricité de Guinée, n'est pas la seule structure accusée par les victimes. Elle déplore quelquefois la mauvaise prestation des agents de la protection civile, lesquels, selon certains sinistrés, jouent aux médecins après la mort. Sapeurs-pompiers, ceci également, le service est un peu lent. On peut même dire que c'est le médecin après la mort. Mais avant leur arrivée, ça prouvera que l'incendie a très gagné sur le terrain. Donc ça ne sera pas facile maintenant d'éteindre le feu. Des propos réfutés en bloc par le directeur général adjoint du service de la protection civile. Ce dernier reconnaît que son département manque de moyens et de matériel pour faire face aux nombreuses sollicitations, et ce depuis 1958. Tout Conakry, aujourd'hui, on ne compte que sur 3 camions incendies. Avant l'indépendance, le service existait. De là jusqu'à maintenant, vraiment, si ce n'est pas des dons, la Guinée n'a jamais payé encore un véhicule pour le service. C'est nous-mêmes, avec la coopération, les missions, on pose nos problèmes. Parfois, il y a des pays qui nous assistent. C'est depuis l'indépendance. Du côté de l'électricité de Guinée, c'est un silence radio. Les responsables de cette structure, pour l'heure, refusent de faire tout commentaire sur les incendies. D'où le cri de cœur de ces citoyens qui affirment que les victimes des cas d'incendie ne bénéficient d'aucun soutien après avoir tout perdu. De la part de l'État ni de l'EDG, il n'y a pas une prise en charge. Alors lorsqu'il y a un incendie, l'EDG doit faire face à ses responsabilités. Mais aujourd'hui, moi je n'ai jamais conçu aucune assistance matérielle ou financière de la part de l'EDG. De plus en plus d'incendies sont enregistrés à Conakry. Des familles entières sont décimées dans des maisons sous le regard indifférent des autorités. Véritable défi en Guinée. Madame So Aïssatou Bili, chercheur au Centre de recherche scientifique de Conakry-Rogbane, a conféré ce mardi avec les étudiants, stagiaires et cadres du secteur de l'environnement. Au centre des échanges, la question femmes et environnement, une occasion pour démontrer l'impact de certaines activités productives des femmes évoluant sur le littoral guinéen. Mohamed Malik Diallo, reportage. En Guinée, de nombreuses femmes pratiquent des activités génératrices de revenus sur le long du littoral guinéen. Des activités qui cependant ne sont pas sans conséquences sur l'écosystème de la région. À titre d'exemple, l'extraction du sel et le fumage du poisson affectent sérieusement la mangrove au détriment des futures générations. Pour pallier à cette situation, il est indispensable de placer la femme au centre de la gestion des ressources naturelles. Donc, il s'agissait de montrer comment est-ce que les alternatives technologiques pourrait aider ces femmes à diminuer leurs dépenses en termes d'énergie
Et en plus, comment est-ce que ces technologies, si elles sont améliorées, pouvaient permettre de préserver l'environnement. En effet, la préservation de l'environnement est devenue cruciale quand on sait que d'année en année, de nombreuses femmes contribuent à l'effondrement de l'écosystème. Si vous prenez les marais salants, par exemple, pour obtenir 1 tonne de sel, vous avez besoin de près de 2 tonnes de bois. Pour faire fumer 1 kilo de poisson frais, vous avez besoin de 2,5 kg de bois. Jusqu'à présent, ce sont ces techniques-là qui sont utilisées à près de 90%. La pratique de ces activités qui pèsent énormément sur la mangrove et l'ensemble du littoral peut toutefois être inversée à l'aide des nouvelles techniques déjà expérimentées en Guinée. Les solutions, elles sont là. Ce sont les technologies améliorées. Et en utilisant les fumoirs améliorés, on peut économiser jusqu'à 50% de bois de mangrove. Et en utilisant la saline solaire, ça signifie qu'on n'utilise pas du tout du bois. Ces deux techniques qui ont fait leur preuve dans certaines localités du pays peuvent améliorer les conditions de vie des populations, mais aussi préserver l'environnement, notamment la mangrove. Autre facette de l'actualité, des cybercafés devenus de véritables lieux de prédilection pour de nombreux jeunes. Ces jeunes, dont la plupart sont inscrits sur les réseaux sociaux, Facebook ou Twitter, s'épanouissent pleinement dans les cybercafés. Mais les hackers, véritables pirates sur Internet, viennent parfois jouer les troubles faits. De ce fait, les responsables de certains cyber ont mis en place des systèmes de protection. Les explications dans ce reportage de Marie-Sheila Fofana. Les cybercafés sont devenus de nos jours des lieux très fréquentés par les jeunes de Conakry. Et pour cause, nombreux sont les jeunes qui sont inscrits sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. Certains de ces jeunes se rendent dans les cyber pour se faire des amis, communiquer avec leur famille, remettre leur page à jour ou se cultiver. Bon, je suis là pour causer avec des amis, mes cousins à l'étranger, sur des informations de l'extérieur et de mon pays surtout. Je suis venu au cyber seulement pour me connecter, voir ma page Facebook et puis me renseigner aussi sur certains trucs. Parce que je n'ai rien à faire. Le plus souvent, je viens d'abord, je consulte ma page Facebook. Après ça, si j'ai des trucs à aller chercher, c'est-à-dire si j'ai la curiosité de connaître quelque chose que je ne peux pas connaître dans la rue, je viens chercher sur Google, je me renseigne. Parfois, les cybernautes peuvent oublier de fermer leur compte après l'avoir consulté, une chose qui peut entraîner le piratage de leur compte par les hackers. Pour remédier à cela, certains cyber de la capitale ont installé des systèmes de protection. Oui, on a un système installé sur nos machines, le defreezer. Donc une fois que les gens qui oublient de fermer leur compte et qui partent, il suffit seulement d'éteindre la machine et rallumer et ça revient à l'initial. Les jeunes ne sont pas les seuls à aimer les réseaux sociaux. Les adultes également sont nombreux à se prêter à la magie de l'Internet, ce qui porte à croire que cet instrument est le moyen de communication le plus utilisé au monde. Venons-en maintenant à ce grand format. Le mois de juin, mois de l'enfant guinéen, nous offre l'opportunité de faire un coup de projecteur sur une catégorie d'enfants dont on parle hélas moins. Ces enfants, généralement issus de familles pauvres, doivent surmonter non sans mal les épreuves difficiles de la vie. Loin du folklore des cérémonies festives, ils sont nombreux à pratiquer le système D. Certains n'hésitent pas à se démerder dans les dépotoirs d'ordures, d'autres dans les marchés pour subvenir à leurs besoins. Mais tous ont en commun des conditions de vie très précaires. Les conditions de vie des enfants démunis, grand format signé Mfali Gilavogui. Le dépotoir d'ordures de compost devenu un centre de négoce pour les tout-petits. Ces enfants dont l'âge varie entre 4 et 12 ans sont issus de familles très pauvres. Ils ramassent des barres de fer, des boîtes de conserve vides et autres plastiques qu'ils recyclent pour subvenir à leurs besoins. Maman, mon père n'a pas de moyens. Si je gagne, je parti de donner à mes parents, je parti et je mange cet l'argent-là. On veut que le gouvernement nous aide. Mes parents n'ont pas de moyens. Parmi ces enfants, certains fréquentent l'école. Après les cours, ils sont nombreux ceux qui viennent se démerder au dépotoir central. Certains pour les frais de scolarité et d'autres pour assister leurs parents. Ma mère n'a pas de moyens, mon père n'a pas de moyens. Pour cela, je viens ici pour chercher l'argent. Après, je vais manger. Si je viens ici, je vais gagner un peu. Ici, on va chercher le caoutchouc ici pour vendre un sac 20 000, 15 000. Si tu vas dire à ta mère d'acheter pour toi ceci, si elle a dit qu'il n'y a pas de l'argent, après tu vas
viennent ici pour chercher, après tu vas acheter le ceci. Nous allons aider nos parents à payer les dépenses. Munis de sacs ou de plastique, les enfants éclatent de joie à l'arrivée des camions de collecte d'ordures. Un petit métier très prisé, mais source de maladies provoquées par des déchets toxiques déversés par des véhicules. Mon a pêché par kilo 500 francs. Bafata, Sankir Kobisila, Bronze, Kivre, Abiring. Après la collecte, on trie, puis on pèse. Le prix, c'est 500 francs le kilo. L'aluminium, le cuivre, les anciennes chaussures. Je travaille tous les jours, de 7h à 16h. C'est toutes sortes de déchets qu'on déverse ici. Seul Dieu peut nous sauver. Voyez même, je me suis blessé récemment. À la place des dépotoirs d'ordures, certains préfèrent le petit commerce. Ils déambulent entre les véhicules sous un soleil de plomb ou sous la pluie pour faire face aux difficultés quotidiennes pendant ces périodes de vacances en vue de préparer la rentrée prochaine des classes. Je viens de l'eau pour obtenir mes fournitures scolaires pour la rentrée prochaine. On souffre énormément. C'est ma mère qui m'a donné, je vais le vendre. Je gagne 100 000, 50 000. Je fais la 5e année. Une pratique qui freine l'épanouissement des enfants démunis, qui sollicite l'appui du gouvernement et des partenaires au développement. Je vais dire le gouvernement est long à nous aider ici, parce qu'à elle, il n'y a pas de travail. Ma mère, elle est là-bas, mais il n'y a pas de travail. Mon père, il est là-bas. Il ne gagne pas l'argent beaucoup. Le mois de juin est retenu comme mois de l'enfant guinéen. Cette année, le thème retenu par l'Union africaine est « Éliminer les pratiques sociales et culturelles néfastes affectant les enfants, notre responsabilité ». À la place des scènes de Mamaya, les décideurs devraient plancher sur les conditions de vie des tout-petits laissés pour compte. Plusieurs facettes dans l'enfance en Guinée. L'année scolaire session 2012-2013 s'est achevée officiellement ce mardi pour l'école internationale de Conakry. Une grande cérémonie a été organisée pour la circonstance dans l'amphithéâtre de l'université Kofi Annan de Guinée. Cérémonie au cours de laquelle les résultats de fin d'année ont été proclamés en présence des parents d'élèves et de plusieurs autres personnalités de haut rang. Compte rendu Aminata Dionton Diallo. Après une année de dur labeur, les élèves de l'école internationale de Conakry ont accueilli leurs résultats de fin d'année dans une ambiance bon enfant. La compétitivité, la compétence et l'excellence sont les maîtres mots de cet établissement qui veut outre mesure être en phase avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Très satisfait de ces résultats, le directeur général de l'établissement exhorte toutefois les parents d'élèves à plus de persévérance dans l'encadrement. En fondant cet établissement, nous avons voulu afficher notre volonté d'apporter une modeste contribution au système éducatif de notre pays dont nous ambitionnons tous le développement harmonieux et durable. Au préscolaire, nous avons en petite section 25 élèves, dont 10 filles, en moyenne section 48 élèves, dont 24 filles, en grande section 34 élèves, dont 16 filles. Le total des inscrits au primaire est 551 élèves. On a eu 444 admis. Au niveau du secondaire, vous avez 84 élèves inscrits, donc 83 personnes ont été admises. Français, anglais et arabe sont les langues dans lesquelles les cours sont dispensés dans cet établissement, de quoi faciliter l'intégration future de ces produits dans la vie socio-professionnelle. Je profite de cette occasion pour interpeller votre conscience, votre sens de responsabilité en votre qualité d'encadreur et de parent d'élèves pour nous accorder encore plus d'attention. Sensible aux efforts fournis par l'école internationale de Conakry, la coordinatrice nationale des écoles associées à l'UNESCO n'a pas manqué de souligner le rôle que doit jouer l'établissement dans le maintien de la paix. Un sentiment partagé par le représentant du directeur communal de l'éducation de Ratouma. Il a fermé des prisons en ouvrant une école. Il pouvait faire des dancing, il pouvait faire n'importe quoi, mais il a créé une école pour l'éducation de nos enfants. Alors, nous le remercions.
Pour les élèves et leurs parents, l'école internationale de Conakry reste une référence dans le domaine de la formation. Les cours d'informatique que j'ai suivis tout à l'heure avec les élèves de la 3e année jusqu'au lycée, j'étais très impressionnée, vraiment je les félicite. Aller ici, on prend bien. J'encourage à tous les enfants de venir aller ici. Des prix ont été décernés à certains enseignants, élèves et parents d'élèves qui se sont distingués durant l'année écoulée. C'est une transition inédite dans l'histoire récente du monde arabe. Aucun souverain n'a renoncé au pouvoir de son plein gré jusqu'à Sheikh Al-Thani. L'émir du Qatar a décidé d'abdiquer et de céder son trône à son fils. Après 18 ans au pouvoir, il estime qu'il est temps d'ouvrir une nouvelle page dans des pays les plus riches de la planète. Explication. Un changement de tête, mais pas de changement politique. L'émir du Qatar a passé aujourd'hui le flambeau à son fils Sheikh Tamim, 33 ans, qui devient ainsi le plus jeune dirigeant d'un pays du Golfe. Le jeune homme, déjà en charge de l'armée depuis plusieurs années, promet de marcher sur les pas de son père, dont le bilan est impressionnant. 18 ans de règne et un développement fulgurant de ce petit pays de 2 millions d'habitants, extrêmement riche grâce à ses réserves de gaz. Mais l'émir Hamad veut surtout placer le Qatar sur l'échiquier mondial. Il investit massivement dans le sport, l'hôtellerie de luxe et l'immobilier à l'étranger et devient un acteur majeur dans de nombreux dossiers diplomatiques. L'émir devient incontournable. Il est à la table des plus grands et il obtient même l'organisation de la Coupe du monde de foot en 2022. Cette abdication est une première au Qatar et dans l'histoire récente du monde arabe, où aucun souverain n'a jamais renoncé au pouvoir de son plein gré. Edward Snowden, pomme de discorde diplomatique. Toujours aucune nouvelle de l'ancien analyste informatique parti de Hong Kong, censé être arrivé à Moscou il y a 2 jours. C'est lui qui est à l'origine des fuites sur le programme de surveillance de la NASA, est désormais au cœur d'un bras de fer entre la Russie et la Chine d'un côté et les États-Unis de l'autre. Suivez. Edward Snowden resterait caché ici, à l'aéroport Sheremetyevo de Moscou, dans la zone internationale de transit. C'est ce qu'affirme le président russe Vladimir Poutine. Edward Snowden est accusé d'espionnage par les États-Unis. Il aurait révélé les systèmes américains d'écoute, notamment sur le net. La dernière fois qu'il a été vu, c'était à Hong Kong. Alors Washington hausse le ton et demande des comptes à la Russie comme à la Chine. Livrez-nous Snowden ou les relations pourraient être affectées. Tel est le message lancé. Mais à Moscou, cette pression diplomatique ne passe pas. Snowden n'a jamais traversé la frontière russe. Nous considérons infondées et inacceptables les accusations contre la Russie ou les menaces qui nous sont adressées. Il n'y a pas de base légale à une telle attitude observée par les responsables américains. De fait, aucun accord d'extradition ne lie les États-Unis et la Russie. À Pékin, c'est le même son de cloche. La Chine rejette les injonctions américaines. Les critiques américaines contre le gouvernement central chinois sont sans fondement. La Chine ne peut pas l'accepter. Pour l'heure, Edward Snowden n'a pas envoyé de bons baisers de Russie, ni de Chine ou d'ailleurs. Demain peut-être, dans les affaires d'espionnage, demain ne meurt jamais. Demain, l'appel aux urnes en Mongolie. La Mongolie, 2 800 000 habitants, à peine coincée entre la Russie et la Chine, et un sous-sol qui attise les convoitises. Charbon, or, cuivre. La Mongolie regorge de richesses dont le partage est au cœur de la campagne et qui explique une croissance à 2 chiffres. Reportage. Voici l'image d'Épinal de la Mongolie, des steppes à perte de vue, des yourtes accueillantes, mais la Mongolie change. Voici l'autre visage, celui d'Oulan-Bator, la capitale, qui se met à construire toujours plus haut et qui goûte aux joies du luxe. Car depuis plusieurs années, la température est un investissement étranger et à la croissance. 17% en 2011, encore 12% en 2012. L'un des artisans de ce changement n'est autre que le président sortant, Sakiyar El-Bekdorj, qui a toutes ses chances de retrouver son fauteuil. En meeting dans la capitale, il dévoile un programme consensuel.
Bien sûr, les axes principaux sont la réforme de la justice, la lutte contre la corruption et la hausse des profits. Mais nous souhaitons aussi une plus grande connexion avec les autres pays du monde et défendre notre renommée. Ce sont là, je pense, les questions principales. Attirer les étrangers tout en gardant son indépendance économique constitue un défi, car les sous-sols mongols sont très convoités. Pour les opposants au président, ces richesses ne doivent pas être bradées et la question de la souveraineté nationale sur les ressources est posée. Le secteur minier est important car il représente 90% de notre économie et procure les revenus entrant dans le pays. La mine est aussi la question essentielle de cette élection. L'enjeu, ce n'est pas le revenu lui-même que le secteur procure, mais sa répartition inégale dans ce pays. Des géants miniers se sont installés en Mongolie, de lourds investissements en échange de juteux contrats. Charbon, cuivre, or, un Eldorado. Mais dans les banlieues de la capitale, les anciens nomades en profitent guère. Ils parlent de la mine d'Oyu Tolgoi et disent qu'ils ont signé des contrats et en donnent un certain pourcentage aux gens. Mais notre famille n'a reçu aucun avantage. Des soupçons de fraude ou de corruption planent, mais rien d'étonnant. L'ancien président lui-même purge une peine de 2 ans et demi de prison pour corruption. C'est ainsi que se referme cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi et excellente suite de programmes en notre compagnie. L'info, c'est aussi notre site web www.groupeevasionguinée.info. Au revoir.